le matriarcat pacifique. C'est toujours à base de preuves, puisque nous sommes à l'Institut africain, on ne raconte pas des trucs en l'air, donc on donne les documents. Ok? Donc, alors, je disais tout à l'heure, lorsque la divinité a pris une forme humaine, la divinité était femme. C'est prouvé scientifiquement. Du point de vue archéologique, on peut être mécontent, on peut être misogyne, on peut être androcentrique. Je m'en fiche pas mal. C'est une vérité historique. C'est prouvé. D'accord? Donc, lorsqu'il y a des fouilles archéologiques qui remontent ne serait-ce qu'au paléolithique, chaque fois qu'on trouve une divinité, systématiquement, elle est féminine. Il n'y a pas d'homme. Elle est féminine. On peut se demander, en fait, pourquoi. Parce qu'il faut bien comprendre qu'au paléolithique, notamment au paléolithique supérieur, c'est-à-dire il y a à peu près 50 000 ans, d'accord, l'homme n'était pas un généticien, bien sûr. Même aujourd'hui, nous ne sommes pas tous spécialistes en génétique. Même aujourd'hui, nous pouvons avoir certains problèmes pour comprendre certaines manipulations génétiques, d'accord? Donc, d'autant plus, un homme ne savait pas à quoi servait le sperme, etc., ni l'homme ni la femme d'ailleurs, etc. Par contre, il voyait que parfois, il faisait avoir fait l'amour avec quelqu'un, il constatait que parfois, je ne sais pas s'il faisait vraiment le lien, d'ailleurs, c'est même pas sûr au départ, c'est même pas sûr. Il voyait le ventre monter, d'accord? Le ventre. Et puis, à peu près 9 mois après, la femme, il y a quelque chose qui sortait. Je dis bien quelque chose, et puis après, il constatait, bon, ça grandissait et tout. Voilà. Non, mais c'est un mystère. Et l'homme du paléolithique, il faut se mettre à sa place. Écoutez, je vous parle il y a 50 000 ans. Mettez-vous à la place, à l'époque, on avait peur du tonnerre, des éclairs et tout, des trucs, des forces célestes. On avait peur de ça, tout. Vous voyez? Donc, mettez-vous à sa place. Il y avait des bêtes monstrueuses on pouvait se faire manger, se piquer, piquer par un scorpion. Enfin, c'était terrible. C'était terrible. Bon. Et il se disait, bon, écoute, il y a quelque chose qu'il ne comprenait pas dans son cerveau. Comment se fait-il que la femme, là, qui était plus faible physiquement que lui, pouvait donner la vie? Parce qu'il voyait le petit truc monter, grandir. Et devenu de plus en plus grand, il prend force sur lui. Contesté, éventuellement. Donc, il a lié ça à une puissance. À une puissance. Entre parenthèses, ou en guillemets, la divinité. C'était quelque chose de divin. Donc, au fur et à mesure, il a constaté les bienfaits de cette chose. Il a constaté que plus il y avait des enfants, plus le clan était fort. Et plus le clan était fort, plus ils avaient l'avantage pour beaucoup de choses. La nourriture, la protection, le machin. Donc il voyait que c'était un bienfait, quoi. Et il voyait que lui, il était incapable d'apporter ce bienfait. Que la femme qui apportait ce bienfait. Nombre d'enfants, machin, le clan grandit, il devient plus fier. Des garçons, des filles, ça, il est bien entouré, voilà. Donc c'est pour ça qu'au départ, la femme a été mise sur un piédestal. C'est pour ça, c'est pas parce que charité machin, là, ou parce que t'es machin, parce qu'à cette époque, ils étaient un peu sauvages, hein. Mais jusqu'à maintenant, il y a des sauvages parmi les hommes, d'accord? Donc, bien sûr, donc ils étaient, voilà, bon, fascinés. Bon, donc, il y a quelque chose qui aussi, il y a le symbole de, bon, c'est pour ça qu'ils ont peint cette déesse primordiale, cette mer noire, en ochre rouge. Parce que c'était comme le sang, c'était les menstruations, c'était les règles des femmes, voilà, donc la vie venait, le sang venait avec la vie, alors que normalement le sang c'était la mort, et le sang pouvait donner la vie, donc d'où les peintures d'ocre rouge, etc., donc dès le paléolithique supérieur, et la vénération de cette femme, on trouve toutes les statuettes.
dans tout le pourtour méditerranéen, qu'il soit méridional ou septentrional, donc au nord ou au sud, ou bien qu'il soit africain, qu'il soit nordique, partout on trouve cela. Bon, donc le débat sur les origines de la civilisation est marqué par une inquiétude chez l'homme blanc, rien. Que la civilisation du monde puisse être rattachée à l'Afrique. Cette inquiétude renferme la notion européocentriste, voulant qu'à l'aube de la civilisation soit européenne, c'est-à-dire un événement occidental, alors que la science prouve aujourd'hui tout le contraire, génétique, etc. Donc la science a prouvé que, en plus de ça, de cette génétique, de ce berceau qui est Kama, que c'est la femme a porté en son sein, en fait, cette humanité. Et donc, la divinité, Dieu fut d'abord une déesse. C'est un fait certain. Ce qu'on trouve dans les fouilles, c'est du féminin. Même quand ça a une forme de phallus, c'est taillé comme une femme. Vous voyez? Même si la tête ressemble à un phallus, c'est une femme. Il y a les seins, tout ça, c'est une femme. Il n'y a pas d'homme. Bon, donc, c'est pour ça qu'il y a les peintures, rupestres, d'accord, dans les grottes. Il y a des représentations, toujours des représentations publiques. Donc, les preuves archéologiques, il y en a en pagaille, puisqu'il n'y a que ça. D'accord? Donc, les signes de la mer Noire, c'est quoi? Ben, il y a le croix rouge, comme j'ai dit. Il y a le V pubien, j'ai dit. D'accord? Comme vous voyez un peu ici, d'accord? Bon, les valeurs de la mer primordiale. Alors, les valeurs de la mer primordiale, ce n'est pas un hasard si c'est Mahat qui a hérité de cela. Voici d'où vient la vérité, la justice, le respect de la vie, l'équilibre cosmique. Ça vient de la mer Noire. Parce que les valeurs de la mer Noire, c'était justement la justice et la résistance contre la justice, l'égalité, plus précisément l'équité, le respect de la terre, de ses créatures, le respect de la vie. Donc on respectait aussi les créatures terrestres. D'accord? Donc, après 50 000 ans avant le christianisme, des migrants africains apportèrent ces signes de croyance en la mer Noire vers les autres continents. Donc, l'origine africaine de la divinité mère de la préhistoire était une évidence pour Cheikh-Anta Diop. Donc, à partir d'un moment, justement, l'homme africain, la femme africaine, les Kamites, sont sortis de leur berceau et ont fait la conquête du monde. Et ils ont apporté cette religion-là, cette spiritualité-là, ils l'ont apportée ailleurs. C'est pour ça qu'on trouve ça, des statuettes comme ça, en Europe, en Asie, un peu partout. C'est pas un hasard, puisqu'ils sont sortis de leur berceau. D'accord? Donc, il y a des... Je vous dis entre parenthèses, le maximum de travaux que j'ai trouvé là-dessus, ce sont des blancs. Ce sont des blanches. D'accord? Qui soutiennent ça. Ah, oui, qui soutiennent la prépondérance de la mer Noire, l'antériorité de l'Afrique. Il y a des spécialistes internationaux, comme Anati, vous pouvez vérifier, Emmanuel Anati, bon, il n'a jamais menti, il dit, bien sûr c'est l'Afrique, bien sûr c'est l'Afrique. Bon, donc c'est un archéologue qui est une grande autorité sur l'art rupestre. Donc il dit, la plus ancienne religion qui nous soit connue est centrée sur la femme. La plus ancienne divinité qui nous soit connue est une femme. D'accord? Donc, Anati a montré que la source d'art pariétal préhistorique la plus riche au monde se trouve en Afrique subsaharienne. Bon, la couleur rouge ocre étant la plus ancienne trace de la création artistique de le monde. Donc, ces peintures, parce que vous voyez, c'est en plus le premier art de l'histoire de l'humanité. Il se trouve que le premier art de l'histoire de l'humanité, ce sont des peintures que l'homme a fait des femmes. Incroyable, hein? Il a fait les femmes. Et notamment la déesse primordiale. Le premier art de l'histoire de l'humanité. De peigner une femme. Voilà. D'accord?
Parce que souvent on parle des animaux, il y a la déesse primordiale. Le respect de la vie qu'on ne comprenait pas, etc. Bon, la nature utérine de cette civilisation mondiale des premiers temps est suggérée par le constat fait par Anati de l'omniprésence de la couleur rouge ocre dans les dessins rupestres africains vers 60 000 et 50 000 avant le christianisme. Au moment où les Africains emportaient avec eux ce signe de la mémoire dans les migrations vers les autres continents. Anati attribue implicitement aux Africains les premiers humains modernes, les origines de la civilisation du monde, c'est-à-dire l'art, le langage bien articulé, une aptitude à l'abstraction. Donc, j'ai parlé de la santé, la pensée symbolique tout à l'heure. Donc, Anati confirme. Bon, la synthèse. Donc, c'est pas un macaque qui peut faire une synthèse. Hein. La synthèse, la conceptualisation, hein, les bases des religions, hein, le raisonnement, la philosophie. Donc, Anati qui est un blanc dit. Et c'est lui qui fait autorité à cette époque-là. Il fait autorité en archéologie. Quand ce monsieur-là parlait, les gens se taisaient et l'écoutaient. Donc on va pas me dire que c'est une histoire des nègres encore. Bon. Donc, il y a d'autres qui viennent soutenir cela. Les généticiens comme Clarence Forda, qui ne fait que confirmer. Et en plus, il rajoute des choses aussi, qu'il dit que, en fait, le Sinaï, vous savez, soi-disant, le centre de la religion biblique, là, soi-disant, lorsque Moshe, c'est-à-dire Moïse, a été récupéré le décalogue, là, alors que bien avant, on avait les 42 commandements, mais bref, ça c'est un autre peu. Eh bien, il dit que ce centre-là, c'était un lieu de prière des nègres, avant que les Sémites ne viennent. Et ça a été récupéré bien après par les Sémites. Et il y avait des dolmens là, il y avait des mégalithes là, etc. Mais au départ, le mont Sinaï, c'était un lieu de culte nègre africain. Quand ils sont sortis de leur berceau, ils étaient là. Et c'est par la suite que la Torah a récupéré ça. Et c'est par la suite que le Coran a récupéré ça. C'est pour ça qu'il y avait des Cananéens là-bas. Tout à fait. Tout à fait. Donc, et là, c'est un scientifique qui dit ça, c'est pas une religion en plus. Un scientifique blanc, qui dit oui, et il a été fouillé et il a donné des preuves. D'accord. Bien avant Moïse, c'était les nègres qui étaient là. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Je sais pas moi. Bon, donc de toute façon, il y a des preuves, sont là. Les dolmens, les trucs machin comme ça. Bon. Donc, bien sûr, les tenants de la Bible se sont retrouvés en danger de mort, de disparition, puisque leur Bible devenait, du jour au lendemain, une merde. Puisqu'on voyait tout de suite c'était du mensonge. Donc ils se sont devenus fous furieux. Fous furieux parce que l'histoire d'Abraham, ça ne collait plus. Et qui dit après Abraham, eh bien, il faut parler aussi de tous les autres. De Moïse, de Machet, tout ça, celui qui est monté sous le mont Sinaï, là, surtout Moïse, et celui qui a suivi Moïse, Josué, et tout ça. Donc on peut remettre tout ça en question. Scientifiquement parlant, comprenez? Donc, c'est tout ce qui est là, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on est poussé, on me fait le site. Donc, le mont Sinaï, retenez bien, donc c'était un lieu de nègres, d'accord? Les Blancs ont tremblé là quand il a fait les découvertes. Donc, dans Cancun notamment, okay? Donc les plus anciennes mégalithes au monde, bien sûr, sont de l'art africaine, fait par les Africains, bien avant, par exemple, Stonehenge, etc. Bien avant Stonehenge, ils font un tapage là-dessus, mais bien avant, les Noirs avaient déjà donné cela. Donc, je vous ai dit que
Parfois, cette déesse primordiale, cette mer Noire, est appelée par les Blancs Vénus. Parfois, ils se disent stéatopige, fesse grasse, hein. D'accord, pour indiquer que bon, elles sont un peu, voilà. Donc, on les retrouve partout en Europe, d'accord, notamment les grottes de Grimaldi. Bien sûr, elles sont en Afrique, bien sûr, le berceau. Donc, la migration africaine vers les autres continents est confirmée par le témoignage de l'ADN, notamment l'ADN présent dans les mitochondries, c'est-à-dire cet ADN se transmet uniquement par la lignée de la mère. Parce que vous avez une forme d'ADN mitochondrial, c'est seulement la maman qui transmet ça. D'accord? Parce que normalement, le patrimoine génétique, c'est 50-50, mais la femme a un plus par rapport à l'homme. Elle est la seule à transmettre les mitochondries. Donc un enfant a toujours un peu plus de sa mère que de son père. Donc, et par similitude de type physique, figurines, des préhistoriques. Alors, bon, qu'est-ce que ces figurines-là, on les trouve, je vous ai dit, partout. D'accord? Alors, est-ce que j'ai quelque chose de nouveau pour l'instant là, ou c'est dans la même lignée? Je vous laisse regarder. Alors, bien sûr, les Aryens sont venus détruire cette civilisation, bien sûr. Donc, ces Indo-Européens, surnommés les Kurgans, comme leur tumulus, sont également connus sous le nom d'Aryens. D'accord? Donc, après 4000 ans avant le christianisme, des guerriers violents venus des steppes euro-asiatiques s'abattirent sur la civilisation de la mer Noire, hein, sur cette civilisation de la mer. Donc, on les appelle les Aryens, ou les Kurgans. D'accord? Donc, voici des exemples qu'on a les fouilles de la mer Noire. Voici les peintures rupestres. Oui, c'est trop vite, non? Bon. Ouais, pour le mettre vite fait. Merci. Et puis l'ocre rouge, bien sûr. Donc on voit bien qu'il n'est pas étonnant que les Égyptiens anciens soient peints parfois en ocre rouge. Puisque la maman de l'Antiquité, de la haute Antiquité du Paléolithique, la négresse même, était peinte en ocre rouge. Pourtant, elle est noire de peau. Ce sont des noirs qui sont là. Ce sont des noirs qui sont là. Alors ils s'étonnent. Mais oui, mais pourquoi les Égyptes, ils sont peints en rouge alors? Donc ils devaient avoir une couleur rouge ou blanche. Bon, on laisse parler les idiots. Alors, il suffit de leur répondre, bon, manque de culture, pas de chance. Regardez le Paléolithique. Voilà, vous allez voir que les Africains ont toujours peint en ocre rouge. C'est pas nouveau. Alors, donc, la voûte... alors, vous avez... J'ai retrouvé ça récemment. Deux choses que j'ai trouvées. Vous avez une grotte. Alors, à l'époque, à cette époque, bien sûr, même si elle se trouve en France, ces grottes-là, à cette époque, le blanc n'existait pas. D'accord? C'est encore une preuve que les nègres étaient bien en France. Ils sont arrivés... On n'a pas à dire aux Noirs qu'il est étranger ici. Ce sont les premiers qui sont arrivés ici. Vous comprenez? D'accord? Ils étaient là du côté de Monaco, etc. Voilà. Je vous dis, hein? Bon. Eh bien, à cette époque-là, il n'y a pas de blanc sur terre. D'accord? Et ils ont fait une grotte à Perchemel, c'est dans le Midi-Pyrénées, où toute la voûte, ce sont des seins de femmes. Donc on rentre dans la grotte et on regarde, on voit les seins. Donc c'est comme des stalactites, mais en forme de seins de femmes. D'accord? Donc là on sait qu'ils vénéraient la mer Noire, la déesse primordiale, la Vénus,
quel que soit le nom qu'on lui donne. D'accord? Il y en a qui sont gênés par la mer Noire. Ils disent la déesse primordiale. Il y en a qui préfèrent la Vénus, parce que ça fait gréco-latin. Donc on dit Vénus. Bon. Alors, et il y a la grotte de Roukadou, où vous avez, à l'entrée de la grotte, c'est carrément le sexe de la femme. D'accord? Donc, une faute naturelle de 3 mètres d'ouverture à 5 mètres de profondeur, se terminant par une coulée d'argile rouge, vif, suggère le sexe féminin. Donc, vous avez l'entrée de la grotte, et vous montrez, c'est tout son programme, hein? Vous voyagez, vous rentrez à l'intérieur, vous cheminez, et vous êtes dans le vagin d'une femme. Vous êtes dans le vagin de la mer Noire. C'est puissant, ça. Donc, voyez-vous, ce sont les Africains qui ont fait ça. Bon, donc, je dis là qu'aujourd'hui, rien ne ressemble plus à la mer Noire que la femme africaine. Hein. Le choix des valeurs de cette divinité féminine noire est probablement notre seul espoir pour entreprendre le travail de réparation et de guérison du monde. Pour bâtir une bonne société, il nous faut redécouvrir la sagesse de nos ancêtres. Bon, il y a des citations là, ici. Elle est très belle cette citation-là. Si vous pouvez prendre la photo, prenez, parce que vraiment, elles sont belles. C'est Chiavola Bembe qui a dit ça. Je ne vais pas citer tout, parce qu'on a encore des choses. Alors, la femme kamite. Donc, la femme kamite, il n'y a pas de péché originel. Il n'y a pas de péché d'Ève dans la spiritualité kamite. Kamite, c'est un mot féminin qui veut dire noir. C'est un féminin pluriel, noir ES. La femme kamite était la maîtresse de maison, mais attention, ce mot maîtresse de maison n'a rien à voir, net père, ça n'a rien à voir avec maîtresse de maison d'aujourd'hui. C'est pas pour faire les corvées de ménage, vous savez ce que je veux dire? C'était vraiment la reine du palais, la reine, la directrice à la maison. Elle pouvait même, si elle voulait, empoisonner le mari. Elle avait l'autorité à la maison. D'accord? Bon. La légitimité du pouvoir découle de la femme, puisque si c'est l'homme qui doit monter sur le trône, il y a des femmes qui sont montées sur le trône toutes seules, mais si c'est l'homme qui devait monter, il était obligé d'épouser une femme de sang royal. Parce que c'est la femme qui transmettait le pouvoir. Ce n'est pas le cas chez les Sémites, ce n'est pas le cas chez les Arméniens. Ce n'est pas le cas chez les Blancs. Comprenez? C'est là qu'on voit la différence. Donc c'est pour ça que tu vas faire avec moi, si je ne te prends pas là, je ne te prends pas là. Je ne te prends pas par là, je te prends là. C'est difficile de m'attraper, hein. Parce que j'ai plein d'arguments. C'est difficile, hein. Je peux te supporter de l'argument, je ne sais pas. Tu comprends comme je te montrais là tout à l'heure, au roux, fils d'Acéta. Bon, donc, égalité totale des femmes avec les hommes, ça sont dans les textes même pharaoniques. D'accord? L'importance des femmes. Donc, il y a eu des femmes pharaons, Tchati, c'est premier ministre, médecin, scribe, prêtresse, magicienne, musicienne, etc. Donc, nous avons les preuves. Dans l'anthologie kamite, il n'y a pas de souci, nous avons des bas-reliefs. Nous avons même une femme pharaon. C'est du tonnerre que les blancs, mais heureusement que c'est ça la connaissance directe. C'est que j'ai pas besoin du blanc, moi. J'ai pas besoin du blanc, moi. Le blanc ne flatte pas les femmes pharaons. Alors qu'il y a une femme pharaon qui s'appelle Marinette, on appelle aussi Mernette, elle araignée, et ils font jamais la pub pour elle. Alors que son domaine funéraire fait au moins 25 fois le domaine funéraire du pharaon Narmer. Quand je dis 25 fois, c'est au moins. Mais c'est pas un blanc qui est venu me le dire. C'est la connaissance directe. Avec mon propre cerveau. Et les connaissances. Comprenez? Mais ils ne le disent pas. Je vais monter tout à l'heure. Bon. Donc, vous avez Maat. Donc,
Dans une civilisation où vous présentez Maat plusieurs fois par jour, c'est-à-dire une femme, le premier ange de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la première chose qui est représentée humain avec des ailes. Premier ange de l'histoire de l'humanité. La notion de l'âme, etc., c'est nous, tout ça. Bon, Maat, qui représente la vérité, la justice, l'équilibre cosmique, etc., la tolérance, le bonheur, etc. D'accord? Elle se bat contre Isfet, le désordre. Ok? Bien. Donc, les substances divines dont se nourrissent les manifestations divines. Donc, toutes les manifestations divines de Kemet, que ce soit Amon, que ce soit Ra, ils se nourrissent de Maat. Amon est subordonné à Maat. Ra est subordonné à Maat. Amon, c'est Amen, le Amen des chrétiens, le Amen des juifs, le Amen des musulmans. Qu'ils disent Amin ou etc., c'est pareil. Bon, eh bien, ils sont tous subordonnés à lui. Tous! Parce que Amon, ce n'est pas un dieu proprement dit. C'est une manifestation, c'est la manifestation divine lorsque le divin veut représenter, symboliser le caché, le secret, d'accord? Le mystère, etc. Ra, c'est une manifestation divine, ce n'est pas un dieu. C'est un abus de langage. C'est la manifestation de la lumière divine. Parce que dans l'Égypte antique, il n'y avait qu'une seule divinité. Mais il y a plusieurs manifestations divines pour se faire comprendre à l'humanité. Là, je ne suis pas d'accord du tout avec les autres, certains. Quand on dit des nétérous, ça veut dire manifestation divine. Il y a des manifestations divines féminines, il y a des manifestations divines masculines. Si vous prenez n'importe quelle cosmogonie de Kemet, que ce soit Memphis ou non, n'importe. Il y a une divinité unique, androgyne, c'est-à-dire à moitié homme, moitié femme, qui sort du Noun et puis qui crée ensuite la multiplicité. Vous avez l'un qui devient le multiple. Un devient multiple. D'accord? C'est pour ça que vous avez le mot thème au singulier, divinité, qui donne Témou, l'humanité. C'est bizarre, on le met au pluriel simplement, on en rajoute un ou. Vous savez que ça pas. On en rajoute un ou pour mettre au pluriel. Mais thème au singulier. Divinité, Témou. Après l'Égypte dit, oui, nous avons dit que l'homme vient de la divinité, Dieu a créé l'homme à son image. Mais t'es trop idiot. Les Kamites, des millénaires avant ta naissance, avaient déjà dit ça. Parce qu'ils avaient dit thème et Témou. Casse-toi. Tu connais rien. Voici la connaissance directe. Voici ce que on a peur de toi et on ne t'invite pas n'importe où. Parce que tu fais exploser le truc. Leur croyance surtout. Tu fais exploser ça. Bien. Donc, voici la présentation de la main. C'est dommage, on lui a cassé un bras là. Voici la présentation de la main. Donc, présentation plusieurs fois de cette femme. Manifestation divine. Que tu sois le plus grand, que tu sois le plus petit, tu la respectes. Comment veux-tu que ces mythes puissent respecter ça? Puisqu'elle compare ça à des chameaux, la femme. C'est des chameaux. Ils peuvent être enterrés vivants. Les Ariens aussi. C'est vrai. Ils ne peuvent pas me contredire. Donc c'est pour ça qu'ils ont peur. Ils ont peur. L'Acéta. Donc, suite à Maat, vous avez Acéta. Acéta, c'est une sorte de mer Noire, plus récente que la mer Noire, et qui rentre dans le circuit kamite de Kemet. Tandis que la mer Noire, que j'ai parlé tout à l'heure, c'était le monde entier. Elle, c'est précisément, on va dire, non seulement la vallée du Nil, mais tout le pourtour méditerranéen, parce qu'elle a été vénérée dans tout le pourtour méditerranéen. Elle a pris plusieurs noms, d'ailleurs. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Mais c'est la grande magicienne. C'est la seule à connaître le secret de la résurrection. C'est la seule à connaître le vrai nom de la divinité. C'est celle qui a initié au mystère les prêtres de Kemet. Tous les hommes prêtres de Kemet et femmes ont été initiés par une femme.
Donc je baisse ta prétention. Je te rabaisse. Je te prétends le mec, hein? Non, c'est une femme qui nous a initié les canons. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle, elle est mêlée à la tragédie, à la passion d'Ozirée. C'est elle qui a accompagné son époux frère après sa mort. C'est elle qui a supporté. Donc il fallait qu'elle connaisse certains mystères pour aboutir à la résurrection. Et après, ces mystères ne pouvaient être que transmis par elle. Donc tout le circuit d'initiation passe par elle. Que tu sois content, que tu sois pas content, je n'en ai rien à foutre, moi. C'est la vérité. Toi, c'est la vérité. Donc, quand tu lis des livres sérieux, quand tu vas dans les textes, tu constates qu'effectivement, c'est une femme qui, quand tu suis le cheminement ce qu'ils appellent le livre des morts, la formule pour sortir à la lumière du jour, tu constates que quand tu es au niveau des portes, que tu es dans le monstre et tout, qui est-ce que tu appelles à ton secours parfois? C'est elle, hein? C'est elle, hein? Parce qu'elle connaît les mystères, tu l'appelles, hein? Pour que tu puisses traverser les océans de flammes et tout, on te bloque pour aboutir à la lumière, pour traverser parce que tu n'es pas tout à fait pur après la pesée du cœur, la pesée de l'âme. Donc tu l'appelles à ton secours. D'accord? Donc voilà. Donc elle a été vénérée pendant très longtemps et elle est à la source de toutes les vierges noires. C'est pour ça au départ il y a eu confusion, la naissance du christianisme. Les premières Maries représentées, etc., sont noires parce qu'il y a eu syncrétisme entre eux assez. Et je signale que Marie, c'est un nom kamite, qui veut dire celle qui est aimée. Je précise que beaucoup de pharaons s'appellent Marie, beaucoup de reines s'appellent Marie. Je vais vous montrer une pharaon tout à l'heure, Marie-Net, et le pharaon qu'on appelle vulgairement Ramsès II, c'est Marie-Amon, aimé d'Amon. Bon, je peux être plus clair. Bon, donc ce prénom Marie, c'est bien un prénom kamite. Donc c'est suspect. Voir que le christianisme a pris. Mais c'est pas seulement qu'ils ont pris. Donc voici le complexe funéraire de la fameuse Marinette. Souvent on s'égare parce qu'on ne connaît pas les Médous. On l'appelle, pour masquer ça, les blancs disent Mernette. Mais c'est pas de traduire Mernette. Puisque quand on a ça, parce que c'est ça la connaissance directe, frères et sœurs. C'est ça la connaissance directe. Quand je vais voir son nom, je vois la roue. Mais la roue, c'est le verbe aimer. Et ça se prononce Marie. Marie-Berry. Marie-Berry. Donc, Marie, net. D'accord? Bon. Donc, cette femme qui a vécu 30 siècles avant le christianisme, elle a un complexe, il y a deux complexes funéraires. Et non. L'un de ces complexes funéraires, voici l'un de ces complexes funéraires. Je vous dis que ce complexe-là, c'est au moins 25 fois plus grand que celui de Norbert. Essayez de diviser ça par 25, vous allez voir celui de Norbert, qui est pourtant le grand Norbert, oh Norbert, oh l'unificateur Norbert. Non, 25 fois plus, 25 fois de haut. Ok, une femme, d'accord? En plus de ça, son complexe funéraire est entouré de 41 tombes secondaires. D'accord? Donc ça, c'est pas les blancs qui vous le disent, c'est moi. Et si tu veux pas me croire, je m'en fous. D'accord? Donc, ça, c'est mentionné, elle est mentionnée dans la pierre de Palerme. D'accord? La pierre de Palerme qui énumère la liste de tous les souverains de Québec au début de l'histoire de Québec. Et cette femme a été le 5e pharaon de la première dynastie de Québec. Donc respect, la voilà. On n'en va pas bien parce que c'est ancien, c'est bon. On voit cette femme là qui est voilà. Puissant. Où c'est là? Où c'est Rek? Où c'est Rek? La puissante.
Mernette, Marie. Alors aussi, une autre puissante aussi, qui est venue après, Amès Nefertari, où j'avais fait le constat de ce bout de ce noir, lorsque j'avais été avec Omotunde à la conférence à la Sorbonne. J'avais dit aux femmes blanches de l'université de la Sorbonne de me montrer leurs seins. Pendant que je montrais ça, j'ai dit, montrez-moi votre sein. Il n'y avait pratiquement pas de femmes noires. C'était une grande majorité de femmes blanches. Et puis je dis, je suis un scientifique, je ne suis pas un pervers. Et puis il y a un mot qui dit, oui, oui, je confirme. C'est un scientifique, c'est pas un pervers. Donc j'ai dit, montrez-moi votre sein, je vous dirai qui vous êtes. Si vous avez régné, Akhemet ou pas. Ah, bon. D'accord? Donc c'est une femme noire, bien sûr. Ses bouts de sein sont noirs, bien sûr. Les blancs sont jamais ça, bien sûr. Voilà. Bon. Et pourtant, j'ai jamais eu de rapport avec une blanche. Hein. Mais il y a trop de catalogues qui traînent partout. Mais j'ai le droit de regarder. On est d'accord. Même si j'ai jamais couché avec une femme blanche. Jamais. Je ne cherchais pas ça. Comme je disais à Mobali Makassi, il m'a dit, Mobali Makassi, quand je suis passé, il m'a dit, mais il faut quand même goûter, mon frère. J'ai dit, écoute, je veux faire ce que le bonhomme que. Non. Non, laisse-moi tranquille, moi j'ai le droit de penser ce que je veux. J'ai le droit d'avoir mes envies. Bon, non, je veux pas, non. C'est fermé définitif. Et comme je suis pas, comme je le disais à Mobali, je suis pas du style à aller voir des prostituées, donc il n'y a aucun risque avec moi. Bon, donc, voilà. Mais c'est vrai, voilà, je leur ai dit, elles n'ont pas sorti leur sein. Hein. Bon, c'est vrai que c'était un peu difficile aussi. Il y avait 500 personnes. Bon, alors, donc la reine Ti, d'accord, qui a régné avec son mari, je précise que elle est la maman du fameux pharaon Akhenaton. Ce que les blancs disent pas, c'est que cette femme a régné avec son mari. D'accord? Elle a régné avec Amenhotep. Donc, ceux qui disent Amenophis III. D'accord? Voici une femme qui a régné seule, par contre, pendant plus de 20 ans. C'est Hatshepsut. Donc, Hatshepsut, la première des nobles. D'accord? Hat, le lion qui est devant. Shepes, noble. Shepesut, au pluriel. Au féminin. Shepesut. Shepessu, masculin, Shepesut, féminin. Et puis en plus on dit qu'elle est la maîtresse d'Amon. Alors vous avez antériorité, non, préséance du nom divin, Amon. Donc elle est la maîtresse d'Amon, elle a été enfantée par Amon aussi. Elle se dit enfantée par Amon. Là elle est la maîtresse d'Amon. Et puis c'est la première des nobles. C'est la principale. Pendant plus de 22 ans, elle a été unique, elle a régné seule. Voilà, c'était puissant. Hein. C'est fait impossible en Arabie, fait impossible en Israël. Oui. Bon, ici, on a la mère de la maman, puisqu'on aurait femme, d'accord? La mère de Imhotep. On a ici la reine Kamsit, qui a régné, en fait, avec son époux, le pharaon Mentuhotep II. D'accord? Et aussi, j'ai pas trouvé de photo, par exemple. Malheureusement, j'y cherche. De Péséchette, qui est pourtant, c'est dommage, j'aurais vraiment aimé trouver. Pas une fabrication de trucs. J'aurais aimé trouver quelque chose d'authentique sur elle. J'ai pas trouvé. J'ai cherché. Mais cette femme est très importante. C'est l'une des premières femmes savantes de l'histoire de l'humanité. Cette femme a été le chef des médecins. D'accord? Et elle est très très importante. Et c'est dommage que j'ai pas trouvé de représentation. Bon. Alors, je suis pratiquement à la fin. Je crois que je vais être dans les temps. Nous allons finir. Vous avez les reines Candace. D'accord? Donc les reines Candace. Vous savez, Couche a eu 3 époques. L'époque de Kerma,
Ensuite, c'est descendu un peu vers le sud, l'époque de Napata. Alors, l'époque de Napata, c'est l'époque de la 25e dynastie, des rois comme Taharqa, etc. Et puis, il y a eu après l'époque de Méroé. Donc, à cette époque de Méroé, il y a énormément de femmes qui ont régné. Énormément. Beaucoup plus qu'Akémet. Énormément de femmes. Donc, ces femmes-là qui sont régnantes, on appelle les Kandas. Kandake. Les Kandas. D'accord? Donc, le pays de Kouch commence à peu près à la 14e. Bon, 3 entités, ouais, j'ai Kerma, Napata, Méroé. Donc, je donne les dates. D'accord? Les époques, les dates. Donc, ce qui nous intéresse, ici, j'ai ciblé, c'est la dernière. Méroé. Donc, Méroé, qui est tout à fait au sud. Donc, les reines Kandas étaient des reines exerçant effectivement le pouvoir politique suprême à l'époque où la capitale de Kouch était Méroé. Donc, elles portent les titres pharaoniques comme de Kemet. Hein. Kouch et Kemet, ils ont les mêmes titres pharaoniques. Donc, Saré, pour elle, ce sera fille de Ré, etc. Maîtresse de terre, etc. Bon, d'accord? Bon. On voit bien que des exemples de reines Kandas, un rituel souvent retrouvé sous les bas-reliefs où elle massacre les ennemis. Le massacre des ennemis, le fameux massacre des ennemis. D'accord? Elle massacre les ennemis. On voit vraiment la femme qui massacre les ennemis. Vous voyez? Donc c'est tout un programme. Hein? Donc voilà. Alors je vais passer. Il y a pas mal de femmes. Il y en a d'autres qui n'ont pas été répertoriées. Pourquoi? Parce que vous savez que l'écriture méroïtique n'a pas été totalement déchiffrée, malheureusement. Elle a été translittérée, mais on ne connaît pas toutes les clés. C'est pas comme les Médous. Il y a beaucoup de textes incompréhensibles, il faut être honnête. Ça n'a pas été totalement déchiffré. D'accord? Il faut encore attendre des génies qui se lancent là-dessus. Non, mais il faut des génies qui se lancent là-dessus et puis qui voilà. Mais nous connaissons un peu. Alors, les mieux connus, vous savez, j'ai mis mieux connus. Là, ce sont les reines Kandas que j'ai pu répertorier, mais elles ne sont pas toutes là, que j'ai pu répertorier. Et puis, quand je dis mieux connues, c'est qu'à dire je peux vous donner des documents supplémentaires sur elles. D'accord? Elles sont très bien connues. D'accord? Et notamment une qui s'appelle Amanirenas, qui a lutté contre les Romains. Elle a lutté contre les Romains. C'est-à-dire que les Romains avaient fait déjà la conquête de Kemet. On est à la basse époque. Après la Grèce antique, ce sont les Romains qui rentrent. On est d'accord? Vous savez comment ça s'est fini, la Grèce antique? Le suicide de Cléopâtre. Cléopâtre VII, qui se fait piquer par un aspic, serpent. Donc elle suffit parce qu'elle avait misé sous le mauvais cheval, le mauvais Romain. D'accord? Donc elle se fait piquer. Et puis Auguste rentre, il se fait appeler Auguste, c'est Octave, et il se fait appeler Auguste, qui rentre à Kemet et voilà. Bon. Maintenant, Kemet a périclisé. Hein. Kemet, ça fait plusieurs siècles que Kemet n'est plus gouverné par des Noirs. D'accord? C'est la fin. Et par contre, au sud de Kemet, Kouch est toujours dirigé par des nègres. Et à l'époque de Méroé, c'est des femmes. Donc il y a en fait, pour soutenir les Nubiens qui habitaient à Kemet, les Kouchites ont dit, eh bien, on va attaquer les Romains. Parce que nos frères sont persécutés par les époux des Romains, qui les considèrent comme moins que rien, parce que les Romains ont fait la conquête de Kemet, et nous allons les aider. Mais en allant les aider, la malheureuse, elle a perdu son mari. Donc automatiquement, elle devient reine. C'était comme ça. Elle devient reine. Et ça va se perpétuer. Donc, Amanirenas devient reine, et elle prend la tête de l'armée, mais un truc de fou, de courage. Un truc de dingue. Donc, elle tient tête à l'armée romaine. Elle tient tête à l'armée romaine, qui prend plusieurs défaites et tout, j'ai pas tout manqué là. Et puis finalement, les Romains acceptent un compromis. Il y a un compromis qui est signé, finalement, pour machin. Mais on dit que pendant cette bataille, elle aurait perdu un œil.
Et Cheikh Anta Diop disait, jadis, que les Blancs disaient que cette femme avait un courage au-dessus de la ceinture. Un truc comme ça. Bon, c'est une expression bien d'homme aussi. Hein, bon. Mais voilà. Donc, pour une femme, c'était... Voilà. Alors, donc, voici des exemples de documents historiques qui montrent ces fameuses reines Candace. Donc, c'est pas un mythe, hein. C'est pas parce que c'est une c'est un mythe, hein. C'est historique. Elles ont vraiment existé, ces femmes-là. Donc, il y a toute une série de femmes qui ont gouverné seules, donc ce qui était à l'époque devenu la première puissance nègre au monde, puisque Kemet était occupé par les Romains. Donc, Couche était à l'époque la première puissance nègre qui était gouvernée par des femmes, qu'on dit Candace. Bon, j'aurais pu citer d'autres femmes célèbres. Il faut savoir qu'il y en a eu énormément. Donc, la conclusion, j'arrive à la conclusion, frère. Je conclue. Donc, deux ou trois trucs. Donc, ce que j'ai à dire, premièrement, c'est que dans la civilisation de la mer Noire, c'est la succession matrilinéaire qui est de mise, et cependant, les sexes coexistaient pacifiquement. D'accord? Certaines reines mères ont régné seules, beaucoup d'autres ont régné avec leur mari et leurs fils. Bon. Dans les cultures africaines centrées sur la mer, les religions ont également coexisté pacifiquement. La vérité, la justice, le respect de la vie, l'ordre, l'équité nous ont été légués par la mer Noire. Donc la mer Noire, l'héritage a été donné à Marat, bien sûr. Donc ce n'est pas avant 7000 ans, avant le christianisme, environ 7000 ans avant le christianisme, que la divinité féminine fut rejointe par une divinité masculine. Donc la divinité masculine est tardive. Donc, maintenant pour conclure, je vais dire, il y a plusieurs points forts que je vais souligner. Il y a 7 trucs que je veux dire. Premièrement, ça, il faudrait quand même que les hommes misogynes soient au courant de cela. Premièrement, quelle que soit la répugnance des hommes misogynes, l'évidence est indéniable, la divinité a d'abord été femme. Deuxième point, les Aryens étaient des sauvages lorsqu'ils ont rencontré les Noirs qui étaient déjà civilisés. Troisième point qu'il faut retenir de ce cours, ce sont les locodermes qui ont diabolisé la femme. Quand je dis locodermes, je parle des Aryens, je parle des Sémites, qu'ils soient juifs, qu'ils soient arabes. Ce sont eux qui ont diabolisé la femme. Quatrième point. Ensuite, on peut remarquer que le principe masculin, alors ça c'est direct, je tire sur les hommes, pourtant je suis un. Ensuite, on peut remarquer que le principe masculin est caractérisé par l'intermittence cyclique. Ainsi, l'érection sexuelle, c'est-à-dire l'érection sexuelle masculine, est passagère. Le principe féminin est en revanche permanent. Cinquième point, de plus, il faut observer que la femme présente un caractère génétique exceptionnel, je l'ai déjà dit, elle est la seule à transmettre les mitochondries. Sixième point, enfin, la femme a 9 mois de plus que l'homme pour connaître son enfant. Alors je pose la question, qui est alors supérieur? Je vous remercie de votre attention. Il n'y aura pas de révolution sans libération de la femme. Il n'y aura pas de libération de la femme sans révolution. Okay.